Un guerrier apache ayant perdu toute foi en l'humanité découvrit quelque chose dans sa grange qui allait changer son destin, à jamais. Une jeune femme désespérée, accompagnée de 2 bébés, fuyant une injustice qui raviverait en lui une soif de justice qu'il croyait éteinte. Dans les terres arides du Nouveau-Mexique, où le vent murmure des secrets à travers les canyons rocailleux et où le soleil punit sans pitié ceux qui osent même défier sa domination, vivait un homme qui avait choisi le silence comme seul compagnon. Anna, dont le nom signifiait « fleur éternelle », dans la langue apache, était tout le contraire de ce que son nom promettait. À 35 ans, son cœur s'était flétri, comme les plantes du désert sous la sécheresse la plus cruelle. Son visage marqué par des années de solitude, sous un soleil impitoyable, portait des cicatrices racontant des histoires de douleur que les mots ne pourraient-on jamais exprimer. Ses yeux, autrefois brillants comme les étoiles du désert, ressemblaient d'hommes désormais à 2 puits de profond, où tout espoir s'était noyé. Ses cheveux noirs comme l'obsidienne tombaient en tresses sur ses épaules, dépourvus des ornements sacrés de son peuple. Il était un guerrier sans tribu, un homme sans but, une âme perdue dans l'immensité de sa propre souffrance. 3 ans s'étaient écoulés depuis le massacre qui avait bouleversé sa vie à jamais. 3 ans depuis qu'il était rentré d'une chasse pour trouver sa femme Itzel et ses 2 jeunes enfants, réduits en cendres avec tout son village. Des soldats mexicains étaient venus comme une peste, détruisant tout ce qu'ils touchaient, volant des vies innocentes et ne laissant que silence et mort derrière eux. Anna était arrivée trop tard pour sauver sa famille, mais assez tôt pour voir les corps de ceux qu'il aimait le plus au monde. Depuis, il avait construit son existence autour du vide. Il vivait dans une cabane abandonnée qu'il avait trouvée dans un canyon caché, loin de toute trace de civilisation. La bâtisse faite d'adobe et de bois usés avait autrefois été la demeure d'un chercheur d'or qui avait tenté sa chance dans les montagnes. Lorsqu'il partit emportant ses rêves brisés, il laissa derrière lui une structure solide qu'Anna transforma en refuge. La cabane comportait 2 petites pièces et une grange adjacente où le chercheur d'or rangeait ses outils. Anna avait nettoyé l'espace et en avait fait un lieu pour stocker la viande séchée de ses chasses et les rares provisions nécessaires à sa survie. C'était un endroit silencieux où les seuls bruits étaient ceux du vent sifflant à travers les poutres en bois et l'ululement occasionnel des coyotes au loin. Pendant ces 3 années, Anna avait développé une routine qui le tenait à l'écart des souvenirs les plus douloureux. Il se levait avant l'aube, lorsque le monde était encore baigné de gris et de violet, et partait chasser. Il connaissait chaque sentier, chaque grotte, chaque point d'eau dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les animaux du désert s'étaient habitués à sa présence silencieuse, et il avait appris à ne prendre que le strict nécessaire pour survivre. Mais cette nuit d'octobre, alors que les premières pluies d'automne martelaient le toit de la cabane avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis des mois, quelque chose vint perturber la quiétude de son refuge. Anna était assis près du petit feu qu'il avait allumé, taillant mécaniquement une flèche, lorsqu'un bruit étrange parvint à ses oreilles. Il pensa d'abord que c'était le vent jouant avec les poutres de la grange, mais en écoutant plus attentivement, il perçut autre chose, un son rythmique doux, presque musical. Son cœur se mit à battre plus vite, sans qu'il puisse l'expliquer. Ses mains s'immobilisèrent. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait entendu d'autres sons que ceux de la nature, que toute anomalie le mettait en alerte. Le bruit persistait mêlé au tambourinage de la pluie. Anna se leva lentement son instinct de guerrier, s'éveillant après des mois de repos. Il prit son couteau de chasse et s'approcha de la petite fenêtre donnant sur la grange. La nuit était si sombre qu'il distinguait à peine les contours du bâtiment, mais quelque chose était définitivement là. Pendant un instant, son esprit lui joua un tour le ramenant à des nuits semblables où les pleurs de ses propres enfants le réveillaient et où il se levait pour les consoler.
Sa respiration devint irrégulière, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Les souvenirs étaient bons comme des couteaux s'enfonçant dans sa poitrine, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu. « Ce ne sont que des animaux », se dit-il pour calmer le tremblement de ses mains. Peut-être un raton laveur ou un coyote cherchant un abri contre la pluie. Mais au fond de son cœur, il savait que ce n'était pas vrai. Ce bruit avait quelque chose de particulier qui le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. La pluie s'intensifia, et avec elle, les sons provenant de la grange devinrent plus distincts. Il ne pouvait plus les ignorer. Ahona se dirigea vers la caisse en bois où il gardait ses armes et prit son fusil. Ses mouvements étaient bien précis, calculés, comme ceux d'un prédateur se préparant à chasser. Mais au fond de son âme, une partie de lui, endormie depuis 3 ans, commençait à se réveiller. Il ouvrit la porte de la cabane, et l'air froid de la nuit lui frappa le visage comme une gifle. La pluie trempa immédiatement sa chemise de coton, mais il le remarqua à peine. Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité, et il pouvait voir clairement la grange à une vingtaine de mètres. La porte était légèrement entr'ouverte, bougeant sous l'effet du vent, et c'est de là que venaient les bruits. Il s'avança sans bruit, évitant les flaques formées sur le sol rocailleux. Chaque pas était conçu pour ne produire aucun son, une compétence qu'il avait perfectionnée au fil des années de chasse. Arrivé à l'entrée de la grange, il s'arrêta et écouta attentivement. Le bruit était maintenant plus clair, et son cœur s'arrêta un instant lorsqu'il le reconnut, enfin. C'était le pleur reconnaissable entre tous d'un bébé. Ahana sentit le monde vaciller autour de lui, ses jambes faiblir, et il dut s'appuyer au chambranle de la porte. Cela ne pouvait pas être vrai. Dans cet endroit abandonné de Dieu, au milieu de nulle part, aucun bébé ne pouvait pleurer. Son esprit rationnel lui disait qu'il hallucinait que l'isolement et les souvenirs l'avaient enfin brisé. Mais les pleurs continuaient, et maintenant, il pouvait distinguer autre chose. Un autre pleur, légèrement différent dans le ton. 2 bébés. Il y avait 2 bébés dans sa grange. Les mains tremblantes, il poussa la porte et entra. L'obscurité était presque totale, mais ses yeux s'adaptèrent rapidement. Dans le coin le plus reculé, entre les pots de serre qu'il avait suspendus pour sécher, il distingua une silhouette recroquevillée. C'était une personne, une jeune femme, tenant dans ses bras 2 petits paquets, qui bougeaient. « Ne t'approche pas », dit une voix brisée par la peur et le désespoir. C'était une voix féminine, jeune, parlant en espagnol, avec un accent qu'il ne pouvait identifier. « S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Nous cherchons seulement un abri contre la pluie. » Ahana se figea. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait parlé à aucun autre être humain, et maintenant il se retrouvait face à une femme avec 2 bébés apparus comme des spectres dans la nuit, dans sa grange. La pluie continuait de marteler le toit, créant une symphonie qui accompagnait ce moment surréaliste. « Ah, qui es-tu » demanda-t-il enfin sa voix rauque d'un long silence. « Que fais-tu ici » La femme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle serra les bébés plus fort contre sa poitrine, comme pour les protéger de son propre corps. Ahana pouvait voir qu'elle tremblait non seulement de froid, mais de peur. « Je m'appelle Paloma », murmura-t-elle enfin. « Ce sont mes enfants. Nous n'avons nulle part où aller. » La grange était ouverte et j'ai pensé que personne ne viendrait par ce temps. Ahana baissa lentement son fusil, réalisant que la femme ne représentait aucun danger. Au contraire, elle semblait fragile, épuisée, comme si elle avait marché des jours entiers sans repos. Ses vêtements étaient lassés trempés et sales, et même dans l'obscurité, il pouvait voir qu'elle était mal nourrie. « D'où viens-tu » demanda-t-il en faisant un pas vers elle. Les bébés avaient beau cesser de pleurer, mais il pouvait entendre leur respiration irrégulière. « De loin » répondit Paloma, et dans sa voix résonnait une tristesse si profonde qu'elle trouva un écho dans le cœur brisé d'Ahana. « Nous sommes en chemin depuis des jours.
Mes enfants ont besoin de nourriture de chaleur. Je ne sais pas quoi faire. » À cet instant, l'un des bébés se remit à pleurer, un pleur désespéré qui transperça l'âme d'Anna comme une flèche. Ce son raviva les souvenirs de ses propres enfants, des nuits où lui et sa femme se levaient Yann pour les consoler. Mais il éveillait aussi autre chose, quelque chose qui avait été enfoui sous 3 années de douleur et de solitude. La compassion. « Viens, » dit-il enfin tendant la main vers la femme. « Tu ne peux pas rester ici. Il fait trop froid et les bébés vont tomber malades. » Paloma le regarda avec méfiance, mais le désespoir dans ses yeux était plus fort que la peur. Lentement, elle se leva, serrant les 2 bébés contre sa poitrine. Anna pouvait maintenant voir qu'elle était très jeune, peut-être 19 ou 20 ans, avec des traits mêlant une ascendance indigène et européenne. Ses cheveux noirs étaient bourriffés et sales, mais ses yeux portaient une dignité que même la souffrance n'avait pu briser. « Merci », murmura-t-elle, et dans ce simple mot résonnait un monde de gratitude et d'espoir. Alors qu'il traversait la pluie pour rejoindre la cabane, Anna sentit que quelque chose en lui s'était transformé à jamais. Après 3 ans de solitude imposée, après 3 ans à croire qu'il avait tout perdu de ce qui comptait dans la vie, le destin avait placé sur son chemin une femme désespérée, avec 2 bébés qui avaient besoin précisément de ce qu'il avait perdu la capacité de donner. Soins, protection, amour. La nuit ne lui appartenait plus seulement. Et pour la première fois depuis 3 ans, Anna ne se sentait pas totalement seule. L'intérieur de la cabane changea complètement avec la présence de Paloma et de ses 2 bébés. L'espace qui pendant 3 ans avait été un refuge silencieux où Anna pouvait se cacher de ses souvenirs vibrait désormais d'une énergie différente. Les pleurs doux des petits, les murmures apaisants de leur mère et les sons des mouvements humains remplissaient chaque recoin d'une vie dont il avait oublié l'existence. Anna ajouta du bois au feu et observa les flammes danser projetant des ombres chaudes sur les murs d'adobé. Paloma s'était assise par terre près du feu, tenant les 2 bébés dans ses bras, berçant doucement l'un pendant que l'autre dormait contre sa poitrine. La lumière dorée du feu éclairait son visage, révélant une beauté que la souffrance n'avait pas complètement éteinte. « Ont-ils faim ?» murmura Paloma, regardant ses enfants avec un mélange d'amour et de désespoir. « Je n'ai pas pu les nourrir correctement depuis des jours. Moi-même, j'ai à peine mangé. » Sa voix se brisa légèrement, et Anna pouvait voir les larmes briller dans ses yeux. Sans un mot, Anna alla chercher dans ses provisions de la viande séchée qu'il avait préparée. Quelques jours plus tôt, la mit dans une marmite avec de l'eau et commença à préparer un bouillon. Il prépara également une tisane d'herbes dont il savait qu'elles aideraient une mère, nourrissant ses enfants. Pendant ces années de solitude, il avait appris les vertus curatives des plantes du désert, un savoir qui lui servait désormais à autre chose qu'à sa propre survie. « Quel âge ont les bébés ?» demanda-t-il en travaillant, brisant le silence entre eux. « 3 semaines, » répondit Paloma en caressant doucement la tête de ses enfants. « Ils sont nés à l'hacienda où je travaillais, mais nous n'avons pas pu y rester. » Sa voix devint amère, chargée d'une tristesse qui parlait de trahison et de douleur. Anna se tourna vers elle, étudiant son expression. Au fil de ses années en tant que guerrier, il avait appris à lire les visages, et dans celui de Paloma, il vit quelque chose qu'il connaissait trop bien. Les marques d'une souffrance injuste, le type de douleur qui laisse des cicatrices invisibles mais profondes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement, en lui tendant le bouillon chaud. Paloma prit le bol avec des mains tremblantes et but un moment la liquide nourrissant. Lorsqu'elle y eut fini, elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et regarda Anna directement. « J'ai travaillé à l'hacienda de Don Cristobal Mendoza, près de Santa Fe. » commença-t-elle sa voix, à peine plus qu'un murmure. « Oh, j'y suis arrivée à 15 ans. Ma mère était morte et mon père m'avait envoyé pour travailler
et envoyait de l'argent à la maison. Don Cristobal semblait être un homme respectable marié, avec des enfants déjà adultes. Je nettoyais la maison, aidais en cuisine, m'occupais des jardins. Elle s'arrêta berçant l'un des bébés qui s'agitait. Pendant 4 ans, j'ai fait mon travail sans problème. Doña Carmen, sa femme, me traitait toujours froidement, mais je pensais que c'était normal. Elle venait d'une famille très riche du Mexique, et moi je n'étais qu'une fille indigène travaillant dans leur maison. Ahana sentit sa mâchoire se crisper. Il avait entendu trop d'histoires marquées similaires. Il avait vu trop d'injustices contre son peuple. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse au fond de son cœur. Don Cristobal a commencé à me regarder différemment quand j'ai eu 18 ans, continua Paloma, sa voix s'affaiblissant. Au début, ce n'était que des regards, des commentaires, sur combien j'avais éclos. Puis il a commencé à trouver des excuses pour être seul avec moi. Il disait qu'il avait besoin d'aide pour des tâches spéciales, qu'il me faisait plus confiance qu'aux autres filles. Les flammes du feu crépitaient, remplissant le silence qui suivait ces mots. Ahana pouvait sentir la tension dans l'air, la difficulté qu'avait Paloma à raconter son histoire. Il avait connu trop de femmes de son peuple qui avaient vécu des expériences similaires, et chaque histoire le remplissait d'une colère qu'il avait appris à contrôler, mais jamais à éliminer. Une nuit, continua Paloma, sa voix à peine audible. Il m'a demandé de venir dans son bureau pour l'aider avec des papiers. Doña Carmen était partie rendre visite à sa sœur en ville et les enfants plus âgés étaient dormis dans leur propre maison. Quand je suis arrivé, il avait bu. Il a dit que j'étais la plus belle fille qu'il ait jamais vue, qu'il était tombé amoureux de moi. Ahana serra les poings, sentant la vieille colère s'éveiller dans sa poitrine. « Mais tu n'as pas à continuer si tu ne veux pas, » dit-il, mais elle secoua la tête. « Je dois le dire, » murmura-t-elle. « Je dois que quelqu'un sache la vérité. J'ai essayé de m'enfuir du bureau, mais il m'a attrapé le bras. Il a dit que j'étais son employé, qu'il me payait, que je lui devais obéissance. Quand j'ai essayé de crier, il m'a couvert la bouche. J'ai lutté, mais il était beaucoup plus fort. » Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage, et l'un des bébés se mit à pleurer, comme s'il sentait la douleur de sa mère. Paloma le calma instinctivement, mais continua à parler. Après cette nuit, tout a changé. Spasias. Il m'a menacé disant qu'il me renverrait sans lettre de recommandation si je parlais, et qu'il s'assurerait que je ne trouve plus jamais de travail. Il a dit que personne ne croirait une fille indigène comme moi face à un homme respecté comme lui. Et il avait raison, qui m'aurait cru? Ahana s'approcha et s'assit face à elle, ses yeux pleins de compassion. « Moi, je te crois, » dit-il simplement. Et ces 3 mots semblèrent d'y libérer quelque chose en Paloma. « Il a continué à venir dans ma chambre la nuit, » poursuivit-elle. « J'ai essayé de me cacher, de l'éviter, mais c'était impossible. Il contrôlait tout dans cette maison. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'ai pensé qu'il ferait peut-être ce qu'il fallait. Peut-être qu'il m'aiderait, me donnerait de l'argent pour partir loin et élever mon enfant en paix. » Son rire était amer, dénué d'humour. Mais quand je lui ai dit son visage a complètement changé, il m'a accusé de l'avoir séduit, d'avoir utilisé ma grossesse pour le faire chanter. Il a dit que j'étais comme toutes les Indiennes, menteuse et manipulatrice. Il a menacé de me jeter dehors immédiatement si je répétais de telles histoires. Ahana sentit son cœur se briser en entendant l'injustice. Il avait trop souvent vu les puissants exploiter les faibles et les blâmer ensuite pour leur propre méchanceté. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il. « J'ai essayé de continuer à travailler, de cacher ma grossesse aussi longtemps que possible, » répondit Paloma. « Mais quand je ne pouvais plus la cacher, Doña Carmen l'a découvert. Elle m'a confronté devant tous les autres domestiques, criant que j'étais une honte, que j'avais déshonoré sa maison par mon comportement immoral. » Paloma ajusta les bébés qui dormaient pour le maintenant paisiblement. Je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé, mais elle m'a frappé et m'a traité de menteuse. Elle a dit que son mari était un homme sain
incapable de toucher une sale indienne comme moi, que j'avais séduit un homme du village et que j'essayais maintenant d'accuser leur famille. Quand les jumeaux sont nés, continua-t-elle regardant ses enfants avec un amour infini, j'ai pensé que les choses pourraient s'améliorer, mais ça a empiré. Doña Carmen a dit qu'elle ne tolérerait pas des bâtards indiens dans sa maison chrétienne. Elle a dit que j'étais une mauvaise influence pour les autres employés, que ma présence était une insulte à Dieu. Anna observa les petits bébés si innocents et parfaits et sentit une profonde colère envers ceux qui pouvaient rejeter des êtres si vulnérables. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda-t-il. « Don Cristobal m'a donné un sac avec quelques pièces et m'a dit de disparaître avant l'aube, » répondit Paloma la voix pleine de douleur. « Il a dit que si je revenais ou racontais mon histoire au village, il s'assurerait que mes enfants et moi disparaissions pour toujours. J'ai quitté la maison cette même nuit, portant mes bébés, sans savoir où aller. J'ai erré pendant des jours, poursuivit-elle. Je dormais où je pouvais, je mangeais ce que je trouvais. Mes enfants pleuraient constamment parce que je n'avais pas assez de lait pour les nourrir. Quand j'ai vu cette grange, j'ai pensé qu'elle pourrait être un refuge temporaire pour une nuit. Anna sentit quelque chose remuer profondément en lui. Pendant 3 ans, il s'était concentré sur sa propre douleur, sa propre perte. Mais maintenant, face à cette jeune femme qui avait tant souffert, trahie par ceux qui auraient dû la protéger, il sentit que le sens de sa vie devenait plus clair. « Tu n'as plus à fuir, » dit-il finalement. « Tu peux rester ici. Je protégerai toi et tes enfants. » Paloma le regarda surprise et pleine d'espoir. « Pourquoi ferais-tu cela pour nous? Tu ne me connais même pas. » Anna détourna le regard vers le feu, se souvenant de sa propre famille, perdue. « Parce que je sais ce que c'est de tout perdre de ce qu'on aime. Je sais ce que c'est d'être seul au monde. Et je sais que parfois, quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, le destin nous donne une seconde chance. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux brillait une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Mes enfants auraient dit l'âge des tiens, s'ils vivaient encore. Ma femme aurait accueilli toute femme dans le besoin. Rester ici n'aidait pas seulement pour toi, c'est aussi pour honorer la mémoire de ceux que j'ai perdus. » Paloma se mit à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rendre cette bonté. »« Il n'y a rien à rendre, » répondit Anna. « Promets-moi seulement que tu élèveras tes enfants pour qu'ils soient meilleurs que les hommes qui t'ont fait du mal. Promets-moi que tu leur apprendras que l'honneur et la compassion valent le plus que le pouvoir et la richesse. »« Je le promets, » dit Paloma en serrant ses bébés contre elle. « Je le promets. » Cette nuit-là, alors que Paloma et ses enfants dormaient près du feu, Anna resta éveillée, regardant les flammes. Pour la première fois depuis 3 ans, il ne se sentait pas totalement perdu. Il avait trouvé un nouveau sens, une raison de se lever chaque matin qui allait au-delà de la simple survie. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était sûre, il ne laisserait pas Paloma et ses enfants subir d'autres injustices. Il n'avait pas réussi à protéger sa propre famille, mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, il était prêt à se battre pour ceux qui avaient placé leur confiance en lui. Les premiers rayons du soleil filtrant à travers la petite fenêtre de la cabane éclairèrent une scène qu'Anna n'avait pas vue depuis 3 ans. Une famille dormait paisiblement près du feu qu'il avait entretenu toute la nuit. Paloma était allongée sur le côté, les 2 bébés blottis contre sa poitrine, et pour la première fois, depuis qu'il l'avait trouvée, son visage montrait de la sérénité plutôt que de la peur. Anna était restée éveillée presque toute la nuit, non seulement pour alimenter le feu, mais parce qu'il ne pouvait s'arrêter de regarder les petits. Tonatiuh, le premier-né comme Paloma, le lui avait dit, avait les cheveux plus sombres et des traits plus marqués. Citlali, la petite, était plus délicate avec des mèches de cheveux qui brillaient d'un éclat cuivré à la lueur du feu.
Tous deux avaient lisse la peau couleur cannelle, reflétant la beauté de leur mère et la force de leur héritage indigène. Lorsque Paloma se réveilla, elle regarda autour d'elle avec des yeux alertes, comme si elle avait oublié un instant où elle était. Mais en voyant Ahana, qui préparait le petit déjeuner sur le feu, son expression se détendit et un sourire timide apparut sur son visage. « Bonjour », murmura-t-elle, en se redressant prudemment pour ne pas réveiller les bébés. « Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi si profondément. Cela faisait des semaines que je ne me sentais plus en sécurité. »« La peur est épuisante, » répondit Ahana en lui tendant un bol de gruau chaud sucré avec du miel sauvage. Quand l'âme peut se reposer, le corps suit naturellement. Paloma goûta la nourriture et ferma les yeux de plaisir. « C'est délicieux. Je n'ai rien mangé de chaud depuis des jours. » Elle s'arrêta et regarda Ahana avec curiosité. « Comment as-tu appris à cuisiner ainsi? Je pensais que les guerriers apaches ne s'occupaient pas des tâches domestiques. » Une ombre passa sur le visage d'Ahana. « Ma femme me l'a appris. Elle disait qu'un homme complet devait savoir s'occuper de sa famille de toutes les manières possibles. Après sa mort, j'ai dû apprendre par nécessité. » Sa voix s'adoucit. Cuisiner m'aidait à penser à elle sans ressentir autant de douleur. Dans les jours qui suivirent, Ahana commença à enseigner à Paloma tout ce dont elle avait besoin pour survivre sur le territoire apache. Il lui montra quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient toxiques, comment trouver de l'eau dans le désert en suivant le vol de certains oiseaux et comment lire les signes du temps dans les nuages et le vent. Paloma se révéla être une élève exceptionnelle. Son esprit était vif et son sens de l'observation impressionnant. Elle avait hérité de la sagesse de ses ancêtres apaches, même si elle avait grandi dans un monde qui reniait cet héritage. Lorsqu'Ahana lui apprit à pister les animaux, elle assimila les concepts plus vite que de nombreux jeunes guerriers qui l'avaient connue. « Tu as des instincts naturels, » dit-il alors qu'ils examinaient les traces d'un cerf près d'un ruisseau. « Ton sang se souvient de ce que ton esprit avait oublié. » « Ma grand-mère me disait ce genre de choses, » répondit Paloma en touchant doucement une empreinte dans la boue. « Elle était purement apache, mais mon grand-père l'a forcée à abandonner ses coutumes lorsqu'ils se sont mariés. Elle disait toujours qu'un jour, je reviendrai à mes racines. » Pendant l'une de ses leçons, Ahana remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les bébés qui avaient été agités et pleuraient constamment lors de leurs premiers jours dans la cabane étaient désormais calmes et satisfaits. Plus encore lorsqu'il s'approchait d'eux, ils cessaient de pleurer et le regardaient avec des yeux brillants et curieux. « Regarde » dit Paloma un après-midi, montrant Tonatiuh qui était allongé sur une couverture pendant qu'elle préparait des herbes médicinales. Le bébé observait chaque mouvement du guerrier avec fascination, émettant de petits sons satisfaits. « Les enfants sentent les âmes pures, » expliqua Ahana en s'approchant pour caresser doucement la joue du petit. « Ils ne voient pas les cicatrices ou les différences, ils ne ressentent que l'amour. » Citlali, ne voulant pas être en reste par rapport à son frère, tendit ses petits bras vers Ahanad lorsqu'il s'approcha. Sans réfléchir, le guerrier la prit dans ses bras et la petite se blottit contre sa poitrine comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Je n'aurais jamais cru pouvoir tenir un bébé à nouveau, » murmura Ahana, la voix pleine d'émotion. « Je pensais que cette partie de ma vie était terminée pour toujours. » Paloma le regarda avec des yeux compréhensifs. Peut-être qu'elle n'était pas terminée. Peut-être qu'elle attendait juste le bon moment pour revenir. Avec le temps, la dynamique dans la cabane changea complètement. Ahana se surprenait à se lever tôt le matin, non seulement pour entretenir le feu, mais pour aider avec les bébés lorsqu'ils pleuraient. Paloma commença à retrouver ses forces et avec elle, son beau sourire. Les petits grandissaient en bonne santé et heureux, remplissant l'espace de rire et de gazouillis qui transformaient
le refuge silencieux, en un véritable foyer. Une nuit, alors que Paloma allaitait Citlali et qu'Anna berçait Tonatiuh pour l'endormir, elle lui posa une question pour laquelle elle avait attendu le bon moment. « Que s'est-il passé avec ta famille ?» demanda-t-elle doucement. « Si tu ne veux pas en parler, je comprends, mais je crois que parler de la douleur aide parfois à la guérir. » Anna regarda le feu et pour la première fois, en 3 ans, il sentit qu'il pouvait parler de sa perte sans s'effondrer complètement. « Elle s'appelait Itzel, » commença-t-il. « Elle avait ton âge quand nous nous sommes mariés. C'était la plus belle femme de notre tribu, mais aussi la plus douce. Elle n'élevait jamais la voix, ne parlait jamais mal de quiconque. Nous avions 2 enfants, continua-t-il, sa voix s'adoucissant. Nalnish avait 5 ans, et Anna comme moi en avait 3. Ils étaient faits et parfaits, pleins de vie et de curiosité. Nalnish montrait déjà des signes qu'il deviendrait un grand guerrier, et la petite Anna avait l'âme d'une guérisseuse. Paloma ne dit rien, mais son regard l'encouragea à continuer. J'étais parti chasser avec d'autres guerriers. C'était une chasse de 3 jours car nous suivions un troupeau de bisons loin de notre territoire. Quand nous sommes revenus, nous avons trouvé des cendres là où se trouvait notre village. Des soldats mexicains étaient venus à la recherche d'un groupe de guerriers qui avaient attaqué une caravane. Ce n'était pas nous, mais ils s'en moquaient. Sa voix se brisa légèrement. Ils ont tué tout le monde, les vieillards, les femmes, les enfants. Ils n'ont fait aucune distinction entre coupables et innocents. J'ai trouvé ma famille enlacée sous les décombres de notre maison. Ils avaient essayé de se protéger, mais ils n'avaient aucune chance. Paloma sentit des larmes couler sur ses joues. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas imaginer cette douleur. » « Pendant 3 ans, j'ai vécu avec cette colère, » continua Anna. « Colère contre les soldats, contre moi-même, pour ne pas avoir été là pour les protéger contre un monde qui permet de telles choses. Mais depuis que tu es arrivé avec les bébés, cette colère s'est transformée en autre chose. »« En quoi ?» demanda Paloma. « En sens, » répondit-il en regardant le petit Tonatiuh qui dormait paisiblement dans ses bras. J'ai réalisé que l'amour est plus fort que la haine, que créer est plus puissant que détruire, que protéger une nouvelle famille n'est pas un déshonneur pour la mémoire de ceux que j'ai perdus. À cet instant, Paloma lui raconta quelque chose qui changea complètement sa vision de leur rencontre. « Anna, » dit-elle la voix pleine d'émotion. « Bon, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de ma famille, quelque chose que j'ai découvert après la naissance des bébés. » « Quoi donc ?» demanda-t-il intrigué par son ton. « Ma grand-mère s'appelait Itzel, » dit Paloma en observant sa réaction. « Itzel vent du Nord. Quand elle était jeune, elle a été capturée par des soldats mexicains et vendue à une famille riche. C'est là qu'elle a rencontré mon grand-père qui l'a libérée et épousée, mais elle n'a jamais oublié son vrai nom Apache. » Anna se figea, sentant le monde tourner autour de lui. « Itzel vent du Nord, » répéta-t-il, « du clan des Aigles Dorés. »« Oui, » confirma Paloma. « C'était mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère portait son nom en son honneur. »« Alors nous sommes de la même famille, » murmura Anna, la voix pleine d'émerveillement. Itzel vent du Nord était la sœur aînée de mon arrière-grand-père. Nos familles étaient longuement liées à travers les générations, avant que le monde ne les sépare. À cet instant, tous deux comprirent que leur rencontre n'était pas un hasard. Le destin, les ancêtres, les forces qui régissent l'univers s'étaient ligués pour réunir 2 âmes perdues, appartenant à la même famille ancestrale. « C'est pourquoi les bébés t'ont accepté si facilement, » dit Paloma avec émerveillement. « C'est pourquoi je me suis senti en sécurité avec toi dès le début. Nos âmes se sont reconnues avant que nos esprits ne le comprennent. » Anna sentit des larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois, en 3 ans, ce n'étaient même pas des larmes de douleur,
mais de gratitude, de compréhension, d'un soulagement si profond qu'il menaçait de l'engloutir. « Les ancêtres ont guéri mon cœur à travers toi », dit-il en regardant Paloma avec une nouvelle compréhension. « Ils m'ont donné une nouvelle famille, à aimer, à protéger et à honorer. » À cet instant de révélation et de connexion profonde, le bruit de sabots de chevaux parvint à leurs oreilles. Anna se tendit immédiatement son instinct de guerrier, l'avertissant d'un danger. Il s'approcha de la fenêtre et vit des lumières au loin. « Cache-toi avec les bébés », murmura-t-il avec urgence. « Quelqu'un arrive, et je ne pense pas que ce soient des visiteurs amicaux. » Paloma pâlit et serra ses enfants contre sa poitrine. « Crois-tu qu'ils m'ont retrouvé ?» murmura-t-elle pleine de peur. « Je ne sais pas, » répondit Anna en prenant son fusil. « Mais je ne laisserai personne vous faire du mal, je te le promets. » Au loin, les lumières se rapprochaient, et avec elles, une confrontation qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'Anna avait juré de protéger. Sa nouvelle famille, sa seconde chance d'aimer sa raison de vivre. Tout était en danger. Mais cette fois, il ne serait pas en retard. Cette fois, il était prêt à se battre. Les torches s'approchaient comme des serpents de feu, dansant dans l'obscurité du désert. Anna compta au moins 8 cavaliers, peut-être plus avançants, avec la détermination d'hommes venus réclamer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Le bruit des sabots sur les pierres résonnait dans le silence de la nuit comme des tambours de guerre, annonçant une confrontation qu'il redoutait depuis le jour où il avait décidé de protéger Paloma et ses enfants. « Nous savons que tu es là, Indienne !» cria une voix autoritaire, tranchant l'air comme un couteau. « Sors avec mes enfants, ou nous brûlons cet endroit. » Anna reconnut immédiatement le ton arrogant et hautain. C'était la voix d'un homme habitué à ce que ses ordres soient suivis sans discussion. Un homme qui toute sa vie avait cru que le monde et tous ses habitants existaient pour le servir. Don Cristobal Mendoza était venu réclamer ce qu'il considérait comme son bien. Paloma s'était cachée dans le coin le plus sombre de la cabane, serrant les bébés contre sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une terreur qu'Anna connaissait trop bien, la peur d'une proie qui sait que son chasseur a trouvé sa cachette. Les petits Tonatiuh et Citlali semblaient jamais ressentir la tension dans l'air, car ils commencèrent à pleurer doucement. « Combien sont-ils » murmura Paloma, sa voix à peine audible. « Trop pour les affronter directement, » répondit Anna, mais son ton était calme, calculé. « Mais tous ne sont pas des soldats. Certains sont des cow-boys, des journaliers, qui ne suivent les ordres que pour de l'argent. » Don Cristobal descendit de son cheval, un animal magnifique qui contrastait grotesquement avec la méchanceté de son maître. C'était un homme d'une 50aine d'années, corpulent, avec une moustache grise, et de petits yeux brillants de cupidité et de cruauté. Il portait des vêtements coûteux, mais qui montraient là-haut les premiers signes d'usure, comme si sa richesse n'était pas aussi solide qu'il le prétendait. « Paloma !» cria-t-il avec une voix feignant une sollicitude paternelle. « Je sais que tu es là, petite. Je suis venu te ramener à la maison. Tes enfants ont besoin d'un foyer décent, pas de cette cabane au milieu de nulle part. » Anna sentit la colère bouillir en lui. L'hypocrisie de cet homme était répugnante. Il avait violé et humilié Paloma, jeté elle et les bébés hors de sa maison, et maintenant, il venait jouer les sauveurs. « Ils ne sortiront pas, » répondit Anna, sa voix pleine d'autorité. « Cette femme et ses enfants sont sous ma protection. Si vous voulez les prendre, vous devrez me tuer d'abord. » Don Cristobal s'approcha de la cabane flanqué de 2 hommes armés. « Et qui es-tu pour t'immiscer dans des affaires familiales ?» demanda-t-il avec mépris. « Un sauvage qui vit comme une bête dans le désert. Je suis Anna du clan des Aigles Dorés, » répondit-il avec fierté. « Et ces enfants sont maintenant ma famille. Ils portent le sang apache, un sang noble que tu as souillé par ta lâcheté. » Le visage de Mendoza devint rouge de colère. « Ces enfants sont à moi. Ils portent mon sang.
Je ne permettrai pas qu'ils grandissent comme des sauvages. » « Menteur !» cria Paloma de l'intérieur, sa voix pleine d'une dignité qui surprit tout le monde. « Tu n'as jamais voulu ces enfants. Tu les as appelés des bâtards et nous as jetés dehors comme des ordures. » Don Cristobal se figea, réalisant qu'il avait révélé plus qu'il ne le voulait. « Tu étais confuse, petite. L'accouchement t'avait troublé l'esprit. Je voulais seulement protéger ta réputation. » À cet instant, Paloma prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle se leva tenant les bébés dans ses bras et sortit de la cabane pour affronter son bourreau. La lumière des torches éclaira son visage, révélant une femme transformée par la maternité et renforcée par un amour véritable. « Regarde bien ces enfants, » déclara-t-elle en levant Tonatiuh et Citlali pour que tous puissent les voir. « Regarde leur visage et dis-moi si tu ne reconnais pas tes propres traits. Mais vois aussi le sang apache qui coule dans leurs veines, la dignité qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. » Les bébés, comme s'ils comprenaient de l'importance du moment, restèrent calmes dans les bras de leur mère. Leurs petits visages montraient clairement le mélange des héritages, les yeux de Mendoza, mais la structure osseuse et le teint de Paloma. « À eux, ces enfants ne sont pas ta propriété, » continua Paloma, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Ce sont des êtres humains avec le droit de vivre dignement dans une famille qui les aime vraiment. » Don Cristobal s'approcha et examina les visages des bébés. Pendant un instant, quelque chose comme une tendresse paternelle brilla dans ses yeux, mais elle fut rapidement éclipsée par sa cupidité habituelle. « Ce sont mes héritiers, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Mes enfants légitimes sont loin. Mes petits-enfants mettront des années à grandir. Ces enfants pourraient... »« Pourraient quoi ?» interrompit Ahana en sortant de la cabane, son fusil à la main. « Être élevés par un homme qui a violé leur mère, grandir en croyant que le pouvoir donne le droit de blesser les innocents. »« Tais-toi, sauvage !» rugit Mendoza. « Ce sont des affaires de gens civilisés. » « La civilisation ne se mesure pas à l'argent que tu possèdes, » rétorqua Ahana. « Elle se mesure à l'honneur que tu montres, et tu n'as aucun honneur. » À cet instant, l'un des hommes de Mendoza s'avança. C'était un cow-boy, âgé, au visage marqué par des années de travail sous le soleil. « Don Cristobal, » dit-il mal à l'aise, « je suis venu ici en pensant que nous allions sauver une fille enlevée, mais ça ne ressemble pas à un enlèvement. »« Tais-toi, Esteban, » rugit Mendoza. « Je te paye pour obéir, pas pour penser. » Mais les mots du cow-boy avaient mbêtemé le doute parmi les autres hommes. Ils commencèrent à murmurer entre eux, remettant en question la version de l'histoire que Mendoza leur avait donnée. « Assez de cette mascarade, » déclara Mendoza en dégainant son pistolet. « Paloma, viens avec moi maintenant, ou je tire sur cet apache. » Paloma se plaça entre Ahana et l'arme protégeant à la fois ses enfants et l'homme qui avait tout risqué pour elle. « Non !» cria-t-elle. « Si tu tires, tu devras me tuer aussi. »« Et moi !» lança une voix dans l'obscurité. Tous les regards se tournèrent vers le son et des silhouettes émergèrent, des ombres emplissant le cœur d'Ahana d'espoir. Des guerriers d'Apache menés par un vieil homme qu'il reconnut immédiatement. C'était Nalnish, le chef du clan des Aigles Dorés, son propre oncle. « Ah, nous sommes venus chercher notre frère, » déclara le vieillard avec autorité, « et la femme qui porte le sang de nos ancêtres. » La confrontation prit une tournure que Don Cristobal n'avait pas anticipée. Il n'était plus un homme puissant intimidant des fugitifs sans défense. Il faisait maintenant face à toute une tribu venue protéger sa famille. L'arrivée des guerriers apaches changea complètement la dynamique de la confrontation. Don Cristobal Mendoza, qui se tenait jusque-là avec arrogance et menace, regarda nerveusement les 15 guerriers qui émergeaient de l'obscurité comme des esprits vengeurs. Ses propres hommes cow-boys et journaliers, venus pour de l'argent, reculèrent instinctivement, réalisant qu'ils étaient impliqués dans quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé.
Le vieux Nalnish s'avança avec la dignité d'un homme qui avait accumulé 70 ans de sagesse et de respect. Sa présence était imposante non par sa stature physique, mais par l'autorité spirituelle qui émanait de chacun de ses mouvements. Il portait les insignes cérémoniels d'un chef de tribu, et son regard perçant saisit rapidement la situation. « Neveu, dit-il à Ahana en apache, les vents du désert nous ont apporté la nouvelle que tu avais trouvé une famille. Nous sommes venus honorer les ancêtres et accomplir nos traditions. » Ahana sentit son cœur gonfler d'émotion. Pendant 3 ans, il avait cru être totalement seul au monde, que sa tribu avait été entièrement anéantie. Mais maintenant, il découvrait que certains membres avaient en des survécu que sa famille ancestrale n'avait pas complètement disparu. « Oncle, répondit-il la voix pleine d'émotion, cette femme porte le sang d'Itzel Vent du Nord. Elle et ses enfants ont trouvé refuge dans nos cœurs. » Nalnish se tourna vers Paloma et la regarda avec des yeux qui voyaient au-delà des apparences. « Approche, fille, dit-il en espagnol surprenant tout le monde par sa maîtrise de la langue. Laisse-moi voir le signe qui confirme ton héritage. » Paloma, tremblante mais résolue, s'approcha du vieillard. Elle décarta délicatement ses cheveux et montra une petite tache de naissance en forme de croissant derrière son oreille droite. Nalnish l'examina attentivement et son expression se transforma en un profond respect. « C'est le signe de la famille d'Itzel Vent du Nord, proclama-t-il haut et fort pour que tous l'entendent. Cette femme est véritablement de notre sang. Ses enfants sont nos petits-enfants, selon les lois des ancêtres. » Don Cristobal, qui avait écouté en silence, explosa finalement. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas réclamer mes enfants sur la base de sornettes indiennes, superstitieuses. Je suis leur père. J'ai des droits légaux. » « Des droits ?» demanda Nalnish, d'une voix dangereusement calme. « Tu parles de droits. L'homme qui a violé une femme sans défense, qui a chassé une mère avec des nouveau-nés dans le désert pour qu'ils y meurent. »« Je n'ai rien fait de tel, » protesta Mendoza, mais sa voix sonnait creuse même à ses propres oreilles. À cet instant, Esteban le cow-boy, âgé qui avait commencé à remettre en question la version de son maître, s'avança. « Don Cristobal, dit-il d'une voix ferme, j'ai travaillé pour vous pendant 15 ans. J'ai vu comment vous traitez les filles qui travaillent dans votre maison. J'ai vu comment vous les menacez, comment vous les humiliez. »« Esteban, je t'ordonne de te taire, » rugit Mendoza, mais le cow-boy continua. « J'ai vu comment vous avez chassé Paloma cette nuit-là, » poursuivit Esteban, s'adressant maintenant aux guerriers apaches. « Je l'ai vu partir en pleurant avec les bébés sans argent, sans nourriture. Je voulais l'aider, mais il m'a menacé de me renvoyer si je le faisais. » D'autres cow-boys hochèrent pur la tête, confirmant les paroles d'Esteban. La façade de respectabilité de Don Cristobal s'effondrait sous les yeux de tous. « Vous ne comprenez pas, » cria Mendoza désespérément. « Ces enfants pourraient avoir un avenir, ils pourraient être éduqués, civilisés, ils pourraient hériter de mes autres terres. »« Pourquoi faire ?» demanda Paloma, sa voix maintenant forte et claire. « Pour qu'ils deviennent des hommes comme toi, pour qu'ils apprennent que le pouvoir donne le droit de blesser les innocents, que les femmes sont des objets à utiliser et à jeter. » Elle s'approcha de Mendoza, sans peur, portant fièrement ses enfants. « Je préfère que mes enfants grandissent pauvres, mais honorables, plutôt que riches, mais sans âme. Je préfère qu'ils apprennent à respecter les femmes, à protéger les faibles, à trouver leur force dans la compassion. » Nalnish leva son bâton cérémoniel et tous les présents se turent. « Mais, selon nos traditions, » déclara-t-il d'une voix qui résonnait dans la nuit, « un homme qui commet des crimes contre une femme de notre tribu doit affronter la justice des ancêtres. »« Ce n'est pas légal, » protesta Mendoza. « Vous n'avez aucune autorité ici. »« Nous avons l'autorité que nous donne le sang versé, » répondit Nalnish. « L'autorité que nous donne la souffrance de nos frères, l'autorité que nous donnent les esprits de nos ancêtres. » Un des jeunes guerriers s'avança.
Chef, dit-il, cet homme a volé des terres appartenant à notre peuple. J'ai vu les documents falsifiés qu'il utilise pour revendiquer des territoires sacrés. Une mensonge, cria Mendoza, mais sa voix devenait aiguë et désespérée. Un mensonge, demanda Nalnish en sortant un rouleau de papier de ses vêtements. Ces documents trouvés dans ta maison sont-ils un mensonge? Est-ce un mensonge que tu as vendu des terres qui ne t'appartiennent pas? Le visage de Mendoza devint livide. Les documents que tenait Nalnish étaient l'amorce des preuves irréfutables de années de fraude et de vol de terre. Écoute bien, Cristobal Mendoza, continua le vieillard avec une autorité absolue. Les ancêtres ont parlé. Ta punition sera de vivre avec la vérité sur ce que tu es. Tu seras dépouillé de toutes les terres que tu as volées. Ton nom sera connu dans toute la région comme celui d'un homme sans honneur. Mais plus important encore, ajouta-t-il en regardant Paloma et les bébés, tu ne pourras plus jamais revendiquer ces enfants. Ils grandiront en sachant qui est leur véritable père. Il désigna Ahana, et qui est leur véritable famille. Ahana s'approcha de Paloma, et ensemble, ils se tinrent devant Nalnish. « Oncle, dit Ahana, je demande la permission d'accepter cette femme comme mon épouse selon nos traditions. Je demande la permission d'accepter ses enfants comme les miens. »« Et toi, fille ?» demanda Nalnish à Paloma. « Acceptes-tu cet homme comme ton mari? Acceptes-tu d'être la mère de ses futurs enfants et la gardienne de son cœur ?» Paloma regarda Ahana avec des yeux pleins d'amour et de gratitude. « Oui, dit-elle d'une voix claire, j'accepte d'être sa femme. J'accepte de garder son cœur comme il a gardé le mien. » Nalnish sourit, et ce fut comme si le soleil s'était levé en pleine nuit. « Alors je vous déclare par le pouvoir que m'accordent les ancêtres unis dans le mariage sacré, que vos cœurs ne fassent qu'un, que vos âmes volent ensemble et que vos enfants grandissent dans la sagesse et l'honneur. » Les guerriers apaches éclatèrent en cris de joie, tandis que Don Cristobal Mendoza, vaincu et humilié, s'éloigna avec le reste de ses hommes. Son règne de terreur était terminé, et avec lui, la menace qui avait poursuivi Paloma. 5 ans plus tard, dans une communauté florissante qui s'était développée qu'autour de l'ancienne cabane d'Ahana, une famille heureuse observait le coucher du soleil depuis la véranda de leur maison agrandie. Paloma, désormais une guérisseuse respectée et mère de 5 enfants, s'appuya contre l'épaule de son mari, regardant Tonatiuh et Citlali, maintenant âgés de 6 ans, apprendre à leurs jeunes frères et sœurs à tresser des paniers. « Regrettes-tu parfois ?» demanda-t-elle à Ahana, comme elle l'avait fait si souvent au fil des ans. « Jamais, » répondit Paloma, en touchant doucement son ventre où grandissait leur 6e enfant. « Chaque larme que j'ai versée m'a mené ici à toi, à la famille, née d'un amour véritable. » Au loin, les enfants riaient en jouant, et leur voix se mêlait au vent du désert, portant une prière de gratitude aux étoiles pour une famille qui, après l'obscurité, avait trouvé la lumière, et après la douleur, l'amour.